20 000 lieues sous les mers, Jules Verne. Deuxième partie, chapitre 1er, l'océan Indien. Ici commence la seconde partie de ce voyage sous les mers. La première s'est terminée sur cette émouvante scène du cimetière de corail qui a laissé dans mon esprit une impression profonde. Ainsi donc, au sein de cette mer immense, la vie du capitaine Nemo se déroulait tout entière et il n'était pas jusqu'à sa tombe qu'il n'eût préparé dans le plus impénétrable de ses abîmes. Là, pas un des monstres de l'océan ne viendrait troubler le dernier sommeil de ces hôtes du Nautilus, de ses amis, rivés les uns aux autres, dans la mort aussi bien que dans la vie. Nul homme non plus, avait ajouté le capitaine. Toujours cette même défiance farouche, implacable, envers les sociétés humaines. Des terres civilisées, cela vaudra mieux que ces îles de la Papouasie, où l'on rencontre plus de sauvages que de chevreuils. Sur cette terre indienne, monsieur le professeur, il y a des routes, des chemins de fer, des villes anglaises, françaises et hindoues. On ne ferait pas 5000 sans y rencontrer un compatriote. Ah, est-ce que le moment n'est pas venu de brûler la politesse au capitaine Nemo ? Non. Ned, non. Laissons courir, comme vous dites, vous autres marins. Le Nautilus se rapproche des continents habités. Il revient vers l'Europe, qu'il nous y conduise. Une fois arrivés dans nos mers, nous verrons ce que la prudence nous conseillera de tenter. D'ailleurs, je ne suppose pas que le capitaine Nemo nous permette d'aller chasser sur les côtes du Malabar ou de Coromandel, comme dans les forêts de la Nouvelle-Guinée. Eh bien, monsieur, ne peut-on se passer de sa permission ? Chapitre 2. Une nouvelle proposition du capitaine Nemo. Le 28 février, lorsque le Nautilus revint à midi à la surface de la mer, par 9 degrés 4 de latitude nord, il se trouvait en vue d'une terre qui lui restait à 8 milles dans l'ouest. J'observais tout d'abord une agglomération de montagnes, haute de 2000 pieds environ, dont les formes se modelaient très capricieusement. Le point terminé, je rentrai dans le salon et lorsque le relèvement eut été reporté sur la carte, je reconnus que nous étions en présence de l'île de Ceylan, cette perle qui pend au lobe inférieur de la péninsule indienne. J'allai chercher dans la bibliothèque quelques livres relatifs à cette île, l'une des plus fertiles du globe. Le capitaine Nemo et son second parurent en ce moment. Le capitaine jeta un coup d'œil sur la carte, puis, se retournant vers moi, « L'île de Ceylan, une terre célèbre par ses pêcheries de perles. Vous serait-il agréable, monsieur Aronnax, de visiter l'une de ces pêcheries ?»« Sans aucun doute, capitaine. » Bien, ce sera chose facile. Seulement, si nous voyons les pêcheries, nous ne verrons pas les pêcheurs. L'exploitation annuelle n'est pas encore commencée. N'importe. Je vais donner l'ordre de rallier le golfe de Mannar, où nous arriverons dans la nuit. Le capitaine dit quelques mots à son second qui sortit aussitôt. Bientôt, le Nautilus rentra dans son liquide élément et le manomètre indiqua qu'il s'y tenait à une profondeur de 30 pieds. La carte sous les yeux, je cherchais alors ce golfe de Mannar. Je le trouvai par le 9e parallèle sur la côte nord-ouest de Ceylan. Il était formé par une ligne allongée de la petite île Mannar. Pour l'atteindre, il fallait remonter tout le rivage occidental de Ceylan. Monsieur le professeur, on pêche des perles dans le golfe du Bengale, dans la mer des Indes, dans les mers de Chine et du Japon, dans les mers du sud de l'Amérique, au golfe de Panama, au golfe de Californie. Mais c'est à Ceylan que cette pêche obtient les plus beaux résultats. Nous arrivons un peu tôt, sans doute. Les pêcheurs ne se rassemblent que pendant le mois de mars au golfe de Mannar, et là, pendant 30 jours, leurs 300 bateaux se livrent à cette lucrative exploitation des trésors de la mer. Chaque bateau est monté par 10 rameurs et par 10 pêcheurs. Ceux-ci, divisés en 2 groupes, plongent alternativement et descendent à une profondeur de 12 mètres au moyen d'une lourde pierre qu'ils saisissent entre leurs pieds et qu'une corde rattache au bateau. Ainsi, c'est toujours ce moyen primitif qui est encore en usage ? Toujours, bien que ces pêcheries appartiennent au peuple le plus industrieux du globe, aux Anglais, auxquels le traité d'Amiens les a cédés en 1802. Il me semble cependant que le scaphandre, tel que vous l'employez, rendrait de grands services dans une telle opération.
Oui, car ces pauvres pêcheurs ne peuvent demeurer longtemps sous l'eau. L'Anglais Perceval, dans son voyage à Ceylan, parle bien d'un cafre qui restait 5 minutes sans remonter à la surface, mais le fait me paraît peu croyable. Je sais que quelques plongeurs vont jusqu'à 57 secondes et de très habiles jusqu'à 87. Toutefois, ils sont rares et, revenus à bord, ces malheureux rentrent par le nez et les oreilles de l'eau teintée de sang. Je crois que la moyenne de temps que les pêcheurs peuvent supporter est de 30 secondes, pendant lesquelles ils se hâtent d'entasser dans un petit filet toutes les huîtres perlières qu'ils arrachent. Mais généralement, ces pêcheurs ne vivent pas vieux. Leur vue s'affaiblit, des ulcérations se déclarent à leurs yeux, des plaies se forment sur leur corps, et souvent même ils sont frappés d'apoplexie au fond de la mer. Oui, c'est un triste métier et qui ne sert qu'à la satisfaction de quelques caprices. Mais dites-moi, capitaine, quelle quantité d'huîtres peut pêcher un bateau dans sa journée ? 40 à 50 000 environ. On dit même qu'en 1814, le gouvernement anglais, ayant fait pêcher pour son propre compte, ses plongeurs, dans 20 journées de travail, rapportèrent 76 millions d'huîtres. Au moins, ces pêcheurs sont-ils suffisamment rétribués ? À peine, monsieur le professeur. À Panama, ils ne gagnent qu'$1 par semaine. Le plus souvent, ils ont un solde par huître qui renferme une perle. Et combien en ramènent-ils qui n'en contiennent pas ? Un seul à ces pauvres gens qui enrichissent leur maître, c'est odieux. Ainsi, monsieur le professeur, vos compagnons et vous visiterez le banc de Manahar, et si par hasard quelques pêcheurs hâtifs s'y trouvent déjà, eh bien, nous les verrons opérer. C'est convenu, capitaine. À propos, monsieur Aronnax, vous n'avez pas peur des requins ? Des requins ? Cette question me parut, pour le moins, très oiseuse. Eh bien, Je vous avouerai, capitaine, que je ne suis pas encore très familiarisé avec ce genre de poisson. nous y sommes habitués, nous autres, et avec le temps, vous vous y ferez. D'ailleurs, nous serons armés, et chemin faisant, nous pourrons peut-être chasser quelques squales. C'est une chasse intéressante. Ainsi donc, à demain, monsieur le professeur, et de grand matin. Cela dit d'un ton dégagé, le capitaine Nemo quitta le salon. On vous inviterait à chasser l'ours dans les montagnes de la Suisse, que vous diriez « Très bien, demain nous irons chasser l'ours ». On vous inviterait à chasser le lion dans les plaines de l'Atlas, ou le tigre dans les jungles de l'Inde, que vous diriez « Ah ah, il paraît que nous allons chasser le tigre ou le lion ». Mais on vous inviterait à chasser le requin dans son élément naturel, que vous demanderiez peut-être à réfléchir avant d'accepter cette invitation. Pour moi, je passai ma main sur mon front où perlaient quelques gouttes de sueur froide. Réfléchissons, me dis-je, et prenons notre temps. Chasser des loutres dans les forêts sous-marines, comme nous l'avons fait dans les forêts de l'île Crespo, passe encore, mais courir le fond des mers, quand on est à peu près certain d'y rencontrer des squales, c'est autre chose. En ce moment, Conseil et le Canadien entrèrent, l'air tranquille et même joyeux. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Ma foi, monsieur, votre capitaine Nemo, que le diable emporte, vient de nous faire une très aimable proposition. Ah, vous savez, N'en déplaise à monsieur, le commandant du Nautilus nous a invités à visiter demain, en compagnie de monsieur, les magnifiques pêcheries de Ceylan. Il l'a fait en termes excellents et s'est conduit en véritable gentleman. il ne vous a rien dit de plus ? Rien, monsieur. Si ce n'est qu'il vous avait parlé de cette petite promenade. En effet. Et il ne vous a donné aucun détail sur... Aucun, monsieur le naturaliste. Vous nous accompagnerez, n'est-il pas vrai ? Moi, sans doute, je vois que vous y prenez goût, maître Land. Oui, c'est curieux, très curieux. Dangereux, peut-être. Dangereux ? Une simple excursion sur un banc d'huîtres ? Décidément, le capitaine Nemo avait jugé inutile d'éveiller l'idée de requin dans l'esprit de mes compagnons. Moi, je les regardais d'un œil troublé et comme s'il leur manquait déjà quelques membres. Devais-je les prévenir ? Oui, sans doute, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre. Monsieur voudra-t-il nous donner des détails sur la pêche des perles ? Sur la pêche elle-même ou sur les incidents qui... Sur la pêche. Avant de s'engager sur le terrain, il est bon de le connaître. Eh bien, asseyez-vous, mes amis, et je vais vous apprendre tout ce que l'anglais Sir vient de m'apprendre à moi-même.
Ned et Conseil prirent place sur un divan et tout d'abord, le Canadien me dit « Monsieur, qu'est-ce qu'une perle ? Mais est-ce que cette pêche des perles est dangereuse? Non, surtout si l'on prend certaines précautions. Que risque-t-on dans ce métier ? D'avaler quelques gorgées d'eau de mer ? Comme vous dites, Ned. À propos, est-ce que vous avez peur des requins, brave Ned? Moi, un harponneur de profession ? C'est mon métier de me moquer d'eux. Il ne s'agit pas de les pêcher avec un émerillon, de les hisser sur le pont d'un navire, de leur couper la queue à coups de hache, de leur ouvrir le ventre, de leur arracher le cœur et de la jeter à la mer. Alors, il s'agit de... Oui, précisément. Dans l'eau ? Dans l'eau. Ma foi, avec un bon harpon. Vous savez, monsieur, ces requins, ce sont des bêtes assez mal façonnées. Il faut qu'elles se retournent sur le ventre pour vous happer, et pendant ce temps... » Ned Land avait une manière de prononcer le mot « happer » qui donnait froid dans le dos. Eh bien, et toi, Conseil, que penses-tu de ces squales? Moi, je serai franc avec monsieur. À la bonne heure. Si monsieur affronte les requins, je ne vois pas pourquoi son fidèle domestique ne les affronterait pas avec lui. Chapitre 3. Une perle de 10 millions. La nuit arriva. Je me couchais. Je dormis assez mal. Les squales jouèrent un rôle important dans mes rêves, et je trouvais très juste et très injuste à la fois cette étymologie qui fait venir le mot requin du mot requiem. Le lendemain, à 4 heures du matin, je fus réveillé par le steward que le capitaine Nemo avait spécialement mis à mon service. Je me levai rapidement, je m'habillai et je passai dans le salon. Le capitaine Nemo m'y attendait. « Monsieur Aronnax, êtes-vous prêt à partir? Je suis prêt. Veuillez me suivre. Et mes compagnons, capitaine? Ils sont prévenus et nous attendent. N'allons-nous pas revêtir nos scaphandres? Pas encore. Je n'ai pas laissé le Nautilus approcher de trop près cette côte et nous sommes assez au large du banc de Manard. Mais j'ai fait parer le canot qui nous conduira au point précis de débarquement et nous épargnera un assez long trajet. Il emporte nos appareils de plongeurs que nous revêtirons au moment où commencera cette exploration sous-marine. Le capitaine Nemo me conduisit vers l'escalier central, dont les marches aboutissaient à la plateforme. Ned et Conseil se trouvaient là, enchantés de la partie de plaisir qui se préparait. 5 matelots du Nautilus, les avirons armés, nous attendaient dans le canot qui avait été bossé contre le bord. La nuit était encore obscure. Des plaques de nuages couvraient le ciel et ne laissaient apercevoir que de rares étoiles. Je portais mes yeux du côté de la terre, mais je ne vis qu'une ligne trouble qui fermait les 3/4 de l'horizon du sud-ouest au nord-ouest. Le Nautilus, ayant remonté pendant la nuit la côte occidentale de Ceylan, se trouvait à l'ouest de la baie, ou plutôt de ce golfe formé par cette terre et l'île de Manard. Là, sous les sombres eaux, s'étendait le banc de Pintadines, inépuisable champ de perles dont la longueur dépasse 20 miles. Le capitaine Nemo, Conseil, Ned Land et moi, nous prîmes place à l'arrière du canot. Le patron de l'embarcation se mit à la barre, ses 4 compagnons appuyèrent sur leurs avirons. La bosse fut larguée et nous débordâmes. Le canot se dirigea vers le sud. Ces nageurs ne se pressaient pas. J'observais que leurs coups d'aviron, vigoureusement engagés sous l'eau, ne se succédaient que de 10 secondes en 10 secondes, suivant la méthode généralement usitée dans les marines de guerre. Tandis que l'embarcation courait sur son air, les gouttelettes liquides frappaient en crépitant le fond noir des flots comme des bavures de plomb fondu. Une petite houle, venue du large, imprimait au canot un léger roulis, et quelques crêtes de lames clapotaient à son avant. Nous étions silencieux. À quoi songeait le capitaine Nemo? Peut-être à cette terre dont il s'approchait et qu'il trouvait trop près de lui, contrairement à l'opinion du Canadien, auquel elle semblait encore trop éloignée. Quant à Conseil, il était là, en simple curieux. Vers 5h30, les premières teintes de l'horizon accusèrent plus nettement la ligne supérieure de la côte.
assez plate dans l'est, elle se renflait un peu vers le sud. 5 miles la séparaient encore, et son rivage se confondait avec les eaux brumeuses. Entre elle et nous, la mer était déserte. Pas un bateau, pas un plongeur. Solitude profonde sur ce lieu de rendez-vous des pêcheurs de perles. Ainsi que le capitaine Nemo me l'avait fait observer, nous arrivions 1 mois trop tôt dans ces parages. À 6 heures, le jour se fit subitement, avec cette rapidité particulière aux régions tropicales qui ne connaissent ni l'aurore ni le crépuscule. Les rayons solaires percèrent le rideau de nuages amoncelés sur l'horizon oriental et l'astre radieux s'éleva rapidement. Je vis distinctement la terre avec quelques arbres épars çà et là. Le canot s'avança vers l'île de Mannar, qui s'arrondissait dans le sud. Le capitaine Nemo s'était levé de son banc et observait la mer. Sur un signe de lui, l'ancre fut mouillée et la chaîne courut à peine, car le fond n'était pas à plus d'1 mètre et il formait en cet endroit l'un des plus hauts points du banc de pintadines. Le canot évita aussitôt sous la poussée du jusant qui portait au large. Nous voici arrivés, monsieur Aronnax. Vous voyez cette paix resserrée ? C'est ici même que dans 1 mois se réuniront les nombreux bateaux de pêche des exploitants. Et ce sont ces eaux que leurs plongeurs iront audacieusement fouiller. Cette baie est heureusement disposée pour ce genre de pêche. Elle est abritée des vents les plus forts et la mer n'y est jamais très houleuse, circonstance très favorable au travail des plongeurs. Nous allons maintenant revêtir nos scaphandres et nous commencerons notre promenade. Je ne répondis rien, et tout en regardant ces flots suspects, aidé des matelots de l'embarcation, je commençai à revêtir mon lourd vêtement de mer. Le capitaine Nemo et mes 2 compagnons s'habillaient aussi. Aucun des hommes du Nautilus ne devait nous accompagner dans cette nouvelle excursion. Bientôt, nous fûmes emprisonnés jusqu'au cou dans le vêtement de caoutchouc et des bretelles fixèrent sur notre dos les appareils à air. Quant aux appareils Ruhmkorff, il n'en était pas question. Avant d'introduire ma tête dans sa capsule de cuivre, j'en fis l'observation au capitaine. Ces appareils nous seraient inutiles. Nous n'irons pas à de très grandes profondeurs et les rayons solaires suffiront à éclairer notre marche. D'ailleurs, il n'est pas prudent d'emporter sous ces eaux une lanterne électrique. Son éclat pourrait attirer inopinément quelques dangereux habitants de ces parages. Pendant que le capitaine Nemo prononçait ces paroles, je me retournai vers Conseil et Ned Land. Mais ces 2 amis avaient déjà emboîté leur tête dans la calotte métallique et ils ne pouvaient ni entendre ni répondre. Une dernière question me restait à adresser au capitaine Nemo. Et nos armes? Nos fusils? Des fusils ? À quoi bon ? Vos montagnards n'attaquent-ils pas l'ours un poignard à la main ? Et l'acier n'est-il pas plus sûr que le plomb ? Voici une lame solide. Passez-la à votre ceinture et partons. Je regardais mes compagnons, ils étaient armés comme nous, et de plus, Ned Land brandissait un énorme harpon qu'il avait déposé dans le canot avant de quitter le Nautilus. Puis, suivant l'exemple du capitaine, je me laissai coiffer de la pesante sphère de cuivre et nos réservoirs à air furent immédiatement mis en activité. Un instant après, les matelots de l'embarcation nous débarquaient les uns après les autres et par 1,5 mètre d'eau, nous prenions pied sur un sable uni. Le capitaine Nemo nous fit un signe de la main, nous le suivîmes et par une pente douce, nous disparûmes sous les flots. Là, les idées qui obsédaient mon cerveau m'abandonnèrent. Je redevins étonnamment calme. Facilité de mes mouvements accrut ma confiance et l'étrangeté du spectacle captiva mon imagination. Le soleil envoyait déjà sous les eaux une clarté suffisante, les moindres objets restaient perceptibles. Après 10 minutes de marche, nous étions par 5 mètres d'eau et le terrain devenait à peu près plat. Vers 7 heures, nous arpentions enfin le banc de pintadines sur lequel les huîtres perlières se reproduisent par millions. Ces mollusques précieux adhéraient au roc et y étaient fortement attachés
par ce byssus de couleur brune qui ne leur permet pas de se déplacer. En quoi ces huîtres sont inférieures aux moules, elles-mêmes auxquelles la nature n'a pas refusé toute faculté de locomotion. La pintadine, Melea grina, la mer perle, dont les valves sont à peu près égales, se présente sous la forme d'une coquille arrondie, aux épaisses parois, très rugueuses à l'extérieur. Quelques-unes de ces coquilles étaient feuilletées et sillonnées de bandes verdâtres qui rayonnaient de leur sommet. Elles appartenaient aux jeunes huîtres. Les autres, à surface rude et noire, vieilles de 10 ans et plus, mesuraient jusqu'à 15 cm de largeur. Le capitaine Nemo me montra de la main cet amoncellement prodigieux de pintadines, et je compris que cette mine était véritablement inépuisable, car la force créatrice de la nature l'emporte sur l'instinct destructif de l'homme. Ned Land, fidèle à cet instinct, se hâtait d'emplir des plus beaux mollusques un filet qu'il portait à son côté. Mais nous ne pouvions nous arrêter. Il fallait suivre le capitaine qui semblait se diriger par des sentiers connus de lui seul. Le sol remontait sensiblement, et parfois mon bras, que j'élevais, dépassait la surface de la mer. Puis le niveau du banc se rabaissait capricieusement. Souvent, nous tournions de hauts rocs effilés en pyramidions. Dans leur sombre anfractuosité de gros crustacés, pointés sur leurs hautes pattes comme des machines de guerre, nous regardaient de leurs yeux fixes et sous nos pieds rampaient des myrianes, des glycères, des aricies et des annélides qui allongeaient démesurément leurs antennes et leurs cyrrhes tentaculaires. En ce moment s'ouvrit devant nos pas une vaste grotte, creusée dans un pittoresque entassement de rochers tapissés de toutes les hautes lises de la flore sous-marine. D'abord, cette grotte me parut profondément obscure. Les rayons solaires semblaient s'y éteindre par dégradations successives. Sa vague transparence n'était plus que de la lumière noyée. Le capitaine Nemo y entra, nous après lui. Mes yeux s'accoutumèrent bientôt à ces ténèbres relatives. Je distinguais les retombées si capricieusement contournées de la voûte que supportaient des piliers naturels, largement assis sur leur base granitique, comme les lourdes colonnes de l'architecture toscane. Pourquoi notre incompréhensible guide nous entraînait-il au fond de cette crypte sous-marine ? J'allais le savoir avant peu. Après avoir descendu une pente assez raide, nos pieds foulèrent le fond d'une sorte de puits circulaire. Là, le capitaine Nemo s'arrêta et de la main, il nous indiqua un objet que je n'avais pas encore aperçu. C'était une huître de dimension extraordinaire, une tridacne gigantesque, un bénitier qui eût contenu un lac d'eau sainte, une vasque dont la largeur dépassait 2 mètres et conséquemment plus grande que celle qui ornait le salon du Nautilus. Je m'approchai de ce mollusque phénoménal. Par son byssus, il adhérait à une table de granit, et là, il se développait isolément dans les eaux calmes de la grotte. J'estimais le poids de cette tridacne à 300 kg. Or, une telle huître contient 15 kg de chair, et il faudrait l'estomac d'un gargantua pour en absorber quelques douzaines. Le capitaine Nemo connaissait évidemment l'existence de ce bivalve. Ce n'était pas la première fois qu'il le visitait, et je pensais qu'en nous conduisant en cet endroit, il voulait seulement nous montrer une curiosité naturelle. Je me trompais. Le capitaine Nemo avait un intérêt particulier à constater l'état actuel de cette tridacne. Les 2 valves du mollusque étaient entr'ouvertes. Le capitaine s'approcha et introduisit son poignard entre les coquilles pour les empêcher de se rabattre. Puis, de la main, il souleva la tunique membraneuse et frangée sur ses bords qui formait le manteau de l'animal. Là, entre les plis foliacés, je vis une perle libre, dont la grosseur égalait celle d'une noix de cocotier. Sa forme globuleuse, sa limpidité parfaite, son oriente admirable en faisaient un bijou d'un inestimable prix. Emporté par la curiosité,
J'étendais la main pour la saisir, pour la peser, pour la palper. Mais le capitaine m'arrêta, fit un signe négatif et, retirant son poignard par un mouvement rapide, il laissa les 2 valves se refermer subitement. Je compris alors quel était le dessein du capitaine Nemo. En laissant cette perle enfouie sous le manteau de la Tridacne, il lui permettait de s'accroître insensiblement. Avec chaque année, la sécrétion du mollusque y ajoutait de nouvelles couches concentriques. Seul, le capitaine connaissait la grotte où mûrissait cet admirable fruit de la nature. Seul, il l'élevait, pour ainsi dire, afin de la transporter un jour dans son précieux musée. Peut-être même, suivant l'exemple des Chinois et des Indiens, avait-il déterminé la production de cette perle en introduisant sous les plis du mollusque quelques morceaux de verre et de métal qui s'étaient peu à peu recouverts de la matière nacrée. En tout cas, comparant cette perle à celle que je connaissais déjà, à celle qui brillait dans la collection du capitaine, j'estimais sa valeur à 10 millions de francs au moins. Superbe curiosité naturelle et non bijou de luxe, car je ne sais quelles oreilles féminines auraient pu la supporter. La visite à l'opulente Tridacne était terminée. Le capitaine Nemo quitta la grotte et nous remontâmes sur le banc des pintadines, au milieu de ces eaux claires que ne troublait pas encore le travail des plongeurs. Nous marchions isolément, en véritables flâneurs, chacun s'arrêtant ou s'éloignant au gré de sa fantaisie. Pour mon compte, je n'avais plus aucun souci des dangers que mon imagination avait exagérés si ridiculement. Le haut fond se rapprochait sensiblement de la surface de la mer et bientôt, par 1 mètre d'eau, ma tête dépassa le niveau océanique. Conseil me rejoignit et, collant sa grosse capsule à la mienne, il me fit des yeux un salut amical. Mais ce plateau élevé ne mesurait que quelques toises et bientôt nous fûmes rentrés dans notre élément. Je crois avoir maintenant le droit de le qualifier ainsi. 10 minutes après, le capitaine Nemo s'arrêtait soudain. Je crus qu'il faisait halte pour retourner sur ses pas. Non. D'un geste, il nous ordonna de nous blottir près de lui au fond d'une large anfractuosité. Sa main se dirigea vers un point de la masse liquide et je regardai attentivement. À 5 mètres de moi, une ombre apparut et s'abaissa jusqu'au sol. L'inquiétante idée des requins traversa mon esprit, mais je me trompais. Et, cette fois encore, nous n'avions pas affaire au monstre de l'océan. C'était un homme vivant, un Indien, un noir, un pêcheur, un pauvre diable sans doute, qui venait glaner avant la récolte. J'apercevais les fonds de son canot mouillé à quelques pieds au-dessus de sa tête. Il plongeait et remontait successivement. Une pierre taillée en pain de sucre et qu'il serrait du pied, tandis qu'une corde la rattachait à son bateau, lui servait à descendre plus rapidement au fond de la mer. C'était là tout son outillage. Arrivé au sol, par 5 mètres de profondeur environ, il se précipitait à genoux et remplissait son sac de pintadines ramassées au hasard. Puis, il remontait, vidait son sac, ramenait sa pierre et recommençait son opération qui ne durait que 30 secondes. Ce plongeur ne nous voyait pas. L'ombre du rocher nous dérobait à ses regards. Et d'ailleurs, comment ce pauvre Indien aurait-il jamais supposé que des hommes, des êtres semblables à lui, fussent là, sous les eaux, épiant ses mouvements, ne perdant aucun détail de sa pêche? Plusieurs fois, il remonta ainsi et plongea de nouveau. Il ne rapportait pas plus d'une dizaine de pintadines à chaque plongée, car il fallait les arracher du banc auquel elles s'accrochaient par leur robuste byssus. Et combien de ces huîtres étaient privées de ces perles pour lesquelles il risquait sa vie? Je l'observais avec une attention profonde. Sa manœuvre se faisait régulièrement, et pendant une demi-heure, aucun danger ne parut le menacer. Je me familiarisais donc avec le spectacle de cette pêche intéressante, quand tout d'un coup, à un moment où l'Indien était agenouillé sur le sol, je lui vis faire un geste d'effroi, se relever et prendre son élan pour remonter à la surface des flots. Je compris son épouvante. Une ombre gigantesque apparaissait au-dessus du malheureux plongeur. C'était un requin de grande taille qui s'avançait diagonalement, l'œil en feu,
les mâchoires ouvertes. J'étais muet d'horreur, incapable de faire un mouvement. Le vorace animal, d'un vigoureux coup de nageoire, s'élança vers l'Indien, qui se jeta de côté et évita la morsure du requin, mais non le battement de sa queue, car cette queue, le frappant à la poitrine, l'étendit sur le sol. Cette scène avait duré quelques secondes à peine. Le requin revint et, se retournant sur le dos, il s'apprêtait à couper l'Indien en deux, quand je sentis le capitaine Nemo, posté près de moi, se lever subitement. Puis, son poignard à la main, il marcha droit au monstre, prêt à lutter corps à corps avec lui. Le squale, au moment où il allait happer le malheureux pêcheur, aperçut son nouvel adversaire et, se replaçant sur le ventre, il se dirigea rapidement vers lui. Je vois encore la pose du capitaine Nemo. Replié sur lui-même, il attendait avec un admirable sang-froid le formidable squale, et lorsque celui-ci se précipita sur lui, le capitaine, se jetant de côté avec une prestesse prodigieuse, évita le choc et lui enfonça son poignard dans le ventre. Mais tout n'était pas dit. Un combat terrible s'engagea. Le requin avait rugi, pour ainsi dire. Le sang sortait à flots de ses blessures. La mer se teignit de rouge et, à travers ce liquide opaque, je ne vis plus rien. Plus rien, jusqu'au moment où, dans une éclaircie, j'aperçus l'audacieux capitaine, cramponné à l'une des nageoires de l'animal, luttant corps à corps avec le monstre, labourant de coups de poignard le ventre de son ennemi, sans pouvoir toutefois porter le coup définitif, c'est-à-dire l'atteindre en plein cœur. Le squale, se débattant, agitait la masse des eaux avec furie et leur remous menaçait de me renverser. J'aurais voulu courir au secours du capitaine, mais cloué par l'horreur, je ne pouvais remuer. Je regardais, l'œil hagard. Je voyais les phases de la lutte se modifier. Le capitaine tomba sur le sol, renversé par la masse énorme qui pesait sur lui. Puis, les mâchoires du requin s'ouvrirent, démesurément, comme une cisaille d'usine. Et c'en était fait du capitaine, si, prompte comme la pensée, son harpon à la main, Ned Land, se précipitant vers le requin, ne l'eût frappé de sa terrible pointe. Les flots s'imprégnèrent d'une masse de sang. Ils s'agitèrent sous les mouvements du squale qui les battait avec une indescriptible fureur. Ned Land n'avait pas manqué son but. C'était le râle du monstre, frappé au cœur. Il se débattait dans des spasmes épouvantables dont le contre-coup renversa Conseil. Cependant, Ned Land avait dégagé le capitaine. Celui-ci, relevé sans blessure, alla droit à l'Indien, coupa vivement la corde qui le liait à sa pierre, le prit dans ses bras et d'un vigoureux coup de talon, il remonta à la surface de la mer. Nous le suivîmes tous trois et en quelques instants, miraculeusement sauvés, nous atteignions l'embarcation du pêcheur. Le premier soin du capitaine Nemo fut de rappeler ce malheureux à la vie. Je ne savais s'il réussirait. Je l'espérais, car l'immersion de ce pauvre diable n'avait pas été longue, mais le coup de queue du requin pouvait l'avoir frappé à mort. Heureusement, sous les vigoureuses frictions de Conseil et du capitaine, je vis, peu à peu, le noyé revenir au sentiment. Il ouvrit les yeux. Quelle dut être sa surprise, son épouvante même, à voir les 4 grosses têtes de cuivre qui se penchaient sur lui. Et surtout, que dut-il penser quand le capitaine Nemo, tirant d'une poche de son vêtement un sachet de perles, le lui eut mis dans la main? Cette magnifique aumône de l'homme des eaux au pauvre Indien de Ceylan fut acceptée par celui-ci d'une main tremblante. Ses yeux effarés indiquaient du reste qu'il ne savait à quels êtres surhumains il devait à la fois la fortune et la vie. Sur un signe du capitaine, nous regagnâmes le banc des Pintadines et, suivant la route déjà parcourue, après une demi-heure de marche, nous rencontrions l'ancre qui rattachait au sol le canot du Nautilus. Une fois embarqués, chacun de nous, avec l'aide des matelots, se débarrassa de sa lourde carapace de cuivre. La première parole du capitaine Nemo fut pour le Canadien.
Merci, maître Land. C'est une revanche, capitaine. Je vous devais cela. Un pâle sourire glissa sur les lèvres du capitaine, et ce fut tout. Au Nautilus! L'embarcation vola sur les flots. Quelques minutes plus tard, nous rencontrions le cadavre du requin qui flottait. À la couleur noire marquant l'extrémité de ses nageoires, je reconnus le terrible mélanoptère de la mer des Indes, de l'espèce des requins proprement dit. Sa longueur dépassait 25 pieds. Sa bouche énorme occupait le tiers de son corps. C'était un adulte, ce qui se voyait, aussi rangé dedans, disposé en triangle isocèle sur la mâchoire supérieure. Pendant que je considérais cette masse inerte, une douzaine de ces voraces mélanoptères apparurent tout d'un coup autour de l'embarcation. Mais, sans se préoccuper de nous, ils se jetèrent sur le cadavre et s'en disputèrent les lambeaux. À 8h30, nous étions de retour à bord du Nautilus. Là, je me pris à réfléchir sur les incidents de notre excursion au banc de Mannar. 2 observations s'en dégageaient inévitablement. L'une portant sur l'audace sans pareille du capitaine Nemo. L'autre sur son dévouement pour un être humain, l'un des représentants de cette race qu'il fuyait sous les mers. Quoi qu'il en dît, cet homme étrange n'était pas parvenu encore à tuer son cœur tout entier. Lorsque je lui fis cette observation, il me répondit d'un ton légèrement ému. « Cet Indien, monsieur le professeur, c'est un habitant du pays des opprimés. Et je suis encore, et jusqu'à mon dernier souffle, je serai de ce pays-là. » Chapitre 4 : La mer Rouge. Pendant la journée du 29 janvier, l'île de Ceylan disparut sous l'horizon et le Nautilus, avec une vitesse de 20 milles à l'heure, se glissa dans ce labyrinthe de canaux qui sépare les Maldives des lacs d'Yves. Le lendemain 30 janvier, lorsque le Nautilus remonta à la surface de l'océan, il n'avait plus aucune terre en vue. Il faisait route au nord-nord-ouest et se dirigeait vers cette mer d'Oman, creusée entre l'Arabie et la péninsule indienne, qui sert de débouché au golfe Persique. C'était évidemment une impasse, sans issue possible. Où nous conduisait donc le capitaine Nemo ? Je n'aurais pu le dire. Ce qui ne satisfit pas le Canadien, qui, ce jour-là, me demanda où nous allions. Nous allons, maître Ned, où nous conduit la fantaisie du capitaine. Cette fantaisie ne peut nous mener loin. Le golfe Persique n'a pas d'issue. Et si nous y entrons, nous ne tarderons guère à revenir sur nos pas. Eh bien, nous reviendrons, maître Land, et si après le golfe Persique, le Nautilus veut visiter la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb est toujours là pour lui livrer passage. Je ne vous apprendrai pas, monsieur, que la mer Rouge est non moins fermée que le golfe, puisque l'isthme de Suez n'est pas encore percé. Et le fût-il, un bateau mystérieux comme le nôtre ne se hasarderait pas dans ces canaux coupés d'écluses. Donc, la mer Rouge n'est pas encore le chemin qui nous ramènera en Europe. Aussi, n'ai-je pas dit que nous reviendrions en Europe ? Que supposez-vous donc ? Je suppose qu'après avoir visité ces curieux parages de l'Arabie et de l'Égypte, le Nautilus redescendra l'océan Indien, peut-être à travers le canal de Mozambique, peut-être au large des Mascareignes, de manière à gagner le cap de Bonne-Espérance. Et une fois au cap de Bonne-Espérance ? Eh bien, nous pénétrerons dans cet Atlantique que nous ne connaissons pas encore. Ah ça, ami Ned, vous vous fatiguez donc de ce voyage sous les mers ? Vous vous blasez donc sur le spectacle incessamment varié des merveilles sous-marines ? Pour mon compte, je verrai avec un extrême dépit finir ce voyage qu'il aura été donné à si peu d'hommes de faire. Mais savez-vous, monsieur Aronnax, que voilà bientôt 3 mois que nous sommes emprisonnés à bord de ce Nautilus ? Non, Ned, je ne le sais pas, je ne veux pas le savoir, et je ne compte ni les jours, ni les heures. Conclusion. La conclusion viendra en son temps. D'ailleurs, nous n'y pouvons rien et nous discutons inutilement. Si vous veniez me dire, mon brave Ned, une chance d'évasion nous est offerte, je la discuterai avec vous. Mais tel n'est pas le cas et, à vous parler franchement,
Je ne crois pas que le capitaine Nemo s'aventure jamais dans les mers européennes. Par ce court dialogue, on verra que, fanatique du Nautilus, j'étais incarné dans la peau de son commandant. Quant à Ned Land, il termina la conversation par ces mots en forme de monologue. Tout cela est bel et bon, mais, à mon avis, où il y a de la gêne, il n'y a plus de plaisir. Pendant 4 jours, jusqu'au 3 février, le Nautilus visita la mer d'Oman, sous diverses vitesses et à diverses profondeurs. Il semblait marcher au hasard, comme s'il eût hésité sur la route à suivre, mais il ne dépassa jamais le tropique du Cancer. Le 6 février, le Nautilus flottait en vue d'Aden, perché sur un promontoire qu'un isthme étroit réunit au continent, sorte de Gibraltar inaccessible, dont les Anglais ont refait les fortifications après s'en être emparés en 1839. Le 9 février, le Nautilus flottait dans cette partie la plus large de la mer Rouge, qui est comprise entre Suakin sur la côte ouest et Quonfoda sur la côte est, sur un diamètre de 190 milles. Ce jour-là, à midi, après le point, le capitaine Nemo monta sur la plateforme où je me trouvais. Je me promis de ne point le laisser redescendre sans l'avoir au moins pressenti sur ses projets ultérieurs. Il vint à moi dès qu'il m'aperçut, m'offrit gracieusement un cigare et me dit « Eh bien, monsieur le professeur, cette mer Rouge vous plaît-elle? Avez-vous suffisamment observé les merveilles qu'elle recouvre, ses poissons et ses zoophytes, ses parterres d'éponges et ses forêts de corail? Avez-vous entrevu les villes jetées sur ses bords? » Oui, capitaine Nemo, et le Nautilus est merveilleusement prêté à toute cette étude. Ah, c'est un intelligent bateau. Oui, monsieur. Intelligent, audacieux et invulnérable. Il ne redoute ni les terribles tempêtes de la mer Rouge, ni ses courants, ni ses écueils. En effet, cette mer est citée entre les plus mauvaises, et si je ne me trompe, au temps des anciens, sa renommée était détestable. Détestable, monsieur Aronnax. Les historiens grecs et latins n'en parlent pas à son avantage, et Strabon dit qu'elle est particulièrement dure à l'époque des vents estésiens et de la saison des pluies. L'arabe Edrisi, qui la dépeint sous le nom de golfe de Kolzoum, raconte que les navires périssaient en grand nombre sur ces bancs de sable et que personne ne se hasardait à y naviguer la nuit. C'est, prétend-il, une mer sujette à d'affreux ouragans et semée d'îles inhospitalières, et qui n'offre rien de bon, ni dans ses profondeurs, ni à sa surface. En effet, telle est l'opinion qui se trouve dans Arien, Agatha Rachid et Artémidore. On voit bien que ces historiens n'ont pas navigué à bord du Nautilus. En effet, et sous ce rapport, les modernes ne sont pas plus avancés que les anciens. Il a fallu bien des siècles pour trouver la puissance mécanique de la vapeur. Qui sait si dans 100 ans, on verra un second Nautilus? Les progrès sont lents, monsieur Aronnax. C'est vrai. Votre navire avance d'un siècle, de plusieurs peut-être, sur son époque. Quel malheur qu'un secret pareil doive mourir avec son inventeur. Le capitaine Nemo ne me répondit pas. Après quelques minutes de silence, Vous me parliez de l'opinion des anciens historiens sur les dangers qu'offre la navigation de la mer Rouge. C'est vrai, mais leur crainte n'était-elle pas exagérée? Oui et non, monsieur Aronnax. Ce qui n'est plus dangereux pour un navire moderne, bien gréé, solidement construit, maître de sa direction grâce à l'obéissante vapeur, offrait des périls de toutes sortes aux bâtiments anciens. Il faut se représenter ces premiers navigateurs s'aventurant sur des barques faites de planches cousues avec des cordes de palmier, calfatées de résine pilée et enduites de graisse de chien de mer. Ils n'avaient pas même d'instruments pour relever leur direction, et ils marchaient à l'estime au milieu de courants qu'ils connaissaient à peine. Dans ces conditions, les naufrages étaient et devaient être nombreux. Mais de notre temps, les steamers qui font le service entre Suez et les mers du Sud n'ont plus rien à redouter des colères de ce golfe, en dépit des moussons contraires. Leurs capitaines et leurs passagers ne se préparent pas au départ par des sacrifices propitiatoires et,
Au retour, ils ne vont plus, ornés de guirlandes et de bandelettes dorées, remercier les dieux dans le temple voisin. Je conviens. Et la vapeur me paraît avoir tué la reconnaissance dans le cœur des marins. Mais capitaine, puisque vous semblez avoir spécialement étudié cette mer, pouvez-vous m'apprendre quelle est l'origine de son nom ? Il existe, monsieur Aronnax, de nombreuses explications à ce sujet. Voulez-vous connaître l'opinion d'un chroniqueur du XIVe siècle ? Volontiers. Ce fantaisiste prétend que son nom lui fut donné après le passage des Israélites lorsque le pharaon eut péri dans les flots qui se refermèrent à la voix de Moïse. En signe de cette merveille, devint la mer rouge et vermeille. Explication de poète, capitaine Nemo. Mais je ne saurais m'en contenter. Je vous demanderai donc votre opinion personnelle. La voici, suivant-moi, monsieur Aronnax. Il faut voir dans cette appellation de mer rouge une traduction du mot hébreu, Edrom. Et si les anciens lui donnèrent ce nom, ce fut à cause de la coloration particulière de ses eaux. Jusqu'ici, cependant, je n'ai vu que des flots limpides et sans aucune teinte particulière. Sans doute. Mais en avançant vers le fond du golfe, vous remarquerez cette singulière apparence. Je me rappelle avoir vu la baie de Thor entièrement rouge, comme un lac de sang. Et cette couleur, vous l'attribuez à la présence d'une algue microscopique ? Oui, c'est une matière mucilagineuse pourpre produite par ces chétifs plantules connus sous le nom de trichodesmies et dont il faut 40 000 pour occuper l'espace d'1 millimètre carré. Peut-être rencontrerez-vous quand nous serons à Thor. Ainsi, capitaine Nemo, ce n'est pas la première fois que vous parcourez la mer Rouge à bord du Nautilus ? Non, monsieur. Alors, puisque vous parliez plus haut du passage des Israélites et de la catastrophe des Égyptiens, je vous demanderai si vous avez reconnu sous les eaux des traces de ce grand fait historique. Non, monsieur le professeur. Et cela pour une excellente raison. Laquelle ? C'est que l'endroit même où Moïse a passé avec tout son peuple est tellement ensablé maintenant que les chameaux y peuvent à peine baigner leurs jambes. Vous comprenez que mon Nautilus n'aurait pas assez d'eau pour lui ? Et cet endroit ? Cet endroit est situé un peu au-dessus de Suez, dans ce bras qui formait autrefois un profond estuaire, alors que la mer Rouge s'étendait jusqu'au lac Amer. Maintenant que ce passage soit miraculeux ou non, les Israélites n'en ont pas moins passé là pour gagner la terre promise, et l'armée de Pharaon a précisément péri en cet endroit. Je pense donc que des fouilles pratiquées au milieu de ces sables mettraient à découvert une grande quantité d'armes et d'instruments d'origine égyptienne. C'est évident. Et il faut espérer pour les archéologues que ces fouilles se feront tôt ou tard, lorsque des villes nouvelles s'établiront sur cet isthme, après le percement du canal de Suez. Un canal bien inutile pour un navire tel que le Nautilus. Sans doute, mais utile au monde entier. Les anciens avaient bien compris cette utilité pour leurs affaires commerciales d'établir une communication entre la mer Rouge et la Méditerranée. Mais ils ne songèrent point à creuser un canal direct, et ils prirent le Nil pour intermédiaire. Très probablement, le canal qui réunissait le Nil à la mer Rouge fut commencé sous Sésostris, si l'on en croit la tradition. Ce qui est certain, c'est que 615 ans avant Jésus-Christ, Nécos entreprit les travaux d'un canal alimenté par les eaux du Nil à travers la plaine d'Égypte qui regarde l'Arabie. Ce canal se remontait en 4 jours et sa largeur était telle que 2 trièmes pouvaient y passer de front. Il fut continué par Darius, fils d'Hytaspe, et probablement achevé par Ptolémée II. Strabon le vit employé à la navigation, mais la faiblesse de sa pente entre son point de départ, près de Bubaste, et la mer Rouge ne le rendait navigable que pendant quelques mois de l'année. Ce canal servit au commerce jusqu'au siècle des Antonins. Abandonné, ensablé, puis rétabli par les ordres du calife Omar, il fut définitivement comblé en 761 ou 762 par le calife Al-Mansor, qui voulut empêcher les vivres d'arriver à Mohamed ben Abdoallah, révolté contre lui. Pendant l'expédition d'Égypte, votre général Bonaparte retrouva les traces de ses travaux dans le désert de Suez et, surpris par la marée,
Il faillit périr quelques heures avant de rejoindre Hadjarot, là même où Moïse avait campé 3300 ans avant lui. Eh bien, capitaine, ce que les anciens n'avaient osé entreprendre, cette jonction entre les deux mers qui abrégera de 9000 km la route de Cadix aux Indes, Monsieur de Lesseps l'a fait. Et avant peu, il aura changé l'Afrique en une île immense. Oui, monsieur Aronnax. Et vous avez le droit d'être fier de votre compatriote. C'est un homme qui honore plus une nation que les plus grands capitaines. Il a commencé comme tant d'autres par les ennuis et les rebuts. Mais il a triomphé, car il a le génie de la volonté. Et il est triste de penser que cette œuvre, qui aurait dû être une œuvre internationale, qui aurait suffi à illustrer un règne, n'aura réussi que par l'énergie d'un seul homme. Donc, honneur à monsieur de Lesseps. Oui, honneur à ce grand citoyen. Malheureusement, je ne puis vous conduire à travers ce canal de Suez. Mais vous pourrez apercevoir les longues jetées de Port Saïd après-demain, quand nous serons dans la Méditerranée. Dans la Méditerranée? Oui, monsieur le professeur. Cela vous étonne? Ce qui m'étonne, c'est de penser que nous y serons après-demain. Vraiment? Oui, capitaine. Bien que je dusse être habitué à ne m'étonner de rien depuis que je suis à votre bord. Mais à quel propos cette surprise? À propos de l'effroyable vitesse que vous serez forcé d'imprimer au Nautilus s'il doit se retrouver après-demain en pleine Méditerranée, ayant fait le tour de l'Afrique et doublé le cap de Bonne-Espérance. Et qui vous dit qu'il fera le tour de l'Afrique, monsieur le professeur? Qui vous parle de doubler le cap de Bonne-Espérance? À moins que le Nautilus ne navigue en terre ferme et qu'il ne passe par-dessus l'isthme. Ou par-dessous, monsieur Aronnax? Par-dessous? Sans doute. Depuis longtemps, la nature a fait sous cette langue de terre ce que les hommes font aujourd'hui à sa surface. Il existerait un passage? Oui, un passage souterrain que j'ai nommé Arabian Tunnel. Il prend au-dessous de Suez et aboutit au golfe de Péluse. Mais cet isthme n'est composé que de sable mouvant? Jusqu'à une certaine profondeur. Mais à 50 mètres seulement se rencontre une inébranlable assise de roc. Et c'est par hasard que vous avez découvert ce passage? Hasard et raisonnement, monsieur le professeur. Et même raisonnement, plus que hasard. Je vous écoute, mais mon oreille résiste à ce qu'elle entend. Ah, monsieur, aures habent et non audient. Et de tous les temps, non seulement ce passage existe, mais j'en ai profité plusieurs fois. Sans cela, je ne me serais pas aventuré aujourd'hui dans cette impasse de la mer Rouge. Est-il indiscret de vous demander comment vous avez découvert ce tunnel? Monsieur, il ne peut y avoir rien de secret entre gens qui ne doivent plus se quitter. Je ne relevai pas l'insinuation et j'attendis le récit du capitaine Nemo. Monsieur le professeur, c'est un simple raisonnement de naturaliste qui m'a conduit à découvrir ce passage que je suis seul à connaître. J'avais remarqué que dans la mer Rouge et dans la Méditerranée, il existait un certain nombre de poissons d'espèces absolument identiques. Des ophidies, des fiatoles, des girelles, des persègues, des geôles, des exocets. Certain de ce fait, je me demandais s'il n'existait pas de communication entre les deux mers. Si elle existait, le courant souterrain devait forcément aller de la mer Rouge à la Méditerranée par le seul effet de la différence des niveaux. Je pêchai donc un grand nombre de poissons aux environs de Suez. Je leur passai à la queue un anneau de cuivre et je les rejetai à la mer. Quelques mois plus tard, sur les côtes de Syrie, je reprenais quelques échantillons de mes poissons ornés de leur anneau indicateur. La communication entre les deux m'était donc démontrée. Je la cherchai avec mon Nautilus, je la découvris, je m'y aventurai, et avant peu, monsieur le professeur, vous aussi, vous aurez franchi mon tunnel arabique.